Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'était un merveilleux jeudi, comme tous les jeudis avec vous, Philippe David. Je nierai avoir dit cette phrase, je vous le dis tout de suite. J'ai des témoins importants. Doublement merveilleux, Cécile, puisque on a passé d'excellents moments au Salon des maires. Absolument. On est très bien avec les vraies voix. Et en plus, on a quelqu'un qu'on connaît, qui était déjà venu dans les vraies voix de l'emploi, notamment, et qui nous a apporté, Albert Schulman, de superbes chocolats. Et on le remercie. On le remercie. Je vois que vous avez les yeux qui pointent dessus, alors que ça, moi, ça ne me ressemble pas. Non, pas du tout. Moi, j'ai un corps d'hiver à garder, si possible. Et si je peux garder mon corps d'été le plus longtemps possible, ça m'arrange. En tout cas, les vraies voix, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours de 17h à 19h. On va évoquer bien entendu l'actualité avec vous au 0826 300 300 et ces plateformes d'opinion qui vous attendent sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, Instagram et aussi sur YouTube. Bien entendu, vous pouvez donner votre avis et c'est l'intérêt de cette émission Parlons Vrai. Allez, au sommaire de cette émission jusqu'à 19h, le grand débat du jour à 17h30, séisme politique aux Pays-Bas. Le parti d'extrême droite islamophobe PVV est arrivé en tête des élections législatives, 35 sièges sur 150 pour ce parti de la liberté. Son leader n'est pas assuré de pouvoir trouver une coalition pour devenir Premier ministre, mais ce résultat intervient après plusieurs basculements similaires en Italie, en Hongrie et plus récemment en Argentine, Philippe. Oui, est-ce que la victoire du PVV est selon vous une preuve du dysfonctionnement de l'Union européenne, puisque par exemple ils veulent revenir au florin comme monnaie des Pays-Bas? Est-ce que c'est un parti immigration qu'ils n'en peuvent plus, les Hollandais, les Néerlandais, de l'immigration, que le seuil de tolérance est plus que largement dépassé, pour citer François Mitterrand il y a quelques années? Est-ce que vous voyez un raz-de-marée de ces partis populistes aux prochaines élections européennes? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, victoire du PVV aux Pays-Bas, les discours anti-immigration sont-ils en train de triompher dans l'opinion publique? Vous dites oui à 97%. Et notre expert du jour sera Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IRIS. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, Gabriel Attal dit vouloir mettre un tabou au tabou du redoublement. Un élève qui rentre en 6e sans savoir lire ni compter, c'est quasiment de la maltraitance selon lui. Des annonces qui devraient suivre le 5 décembre. Ces dernières années, la tendance était plutôt à limiter des redoublements considérés comme coûteux et inefficaces pour les élèves, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, vous avez redoublé et ça n'a servi à rien, vous avez redoublé et ça a boosté votre carrière scolaire puis professionnelle. C'est vous, ça? Non, c'est moi. Vous avez triplé, vous? Non. C'est toujours moi. Le redoublement, est-ce que c'est une solution contre le décrochage scolaire? Et est-ce qu'il n'a pas raison à Gabriel Attal en disant que c'est de la maltraitance d'arriver en 6e quand on sait pas lire et pas compter? On attend vos témoignages. Même numéro, le 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, pour lutter contre l'échec scolaire, faut-il faciliter le redoublement? Vous dites oui à 89%. Et Jérôme Fournier sera notre expert du jour, secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA, en charge du système éducatif et des conditions d'apprentissage. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc nous allons redoubler de vigilance pour que vous puissiez parler au 0826 300 300 avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir Cécile, Philippe. Vous allez bien? On est revenu dans le studio. On est bien. On est bien aussi. Hein, voilà, on était bien à l'extérieur, mais on est bien à l'intérieur aussi. Françoise Degois est avec nous. Ça va? Ça va, très bien. Toute chocolatée. J'ai pas eu l'honneur, moi, d'être au Salon des maires. Vous avez honte de nous sortir, c'est pour ça. On s'est dit avec Elisabeth que vous aviez honte de nous sortir. Vous savez pourquoi on ne vous a pas emmené, Françoise? Bien sûr. Savez-vous pourquoi on ne vous a pas emmené? Non. Parce qu'on avait peur qu'on vous vole. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà. Non, moi c'était pas que non, si on nous l'avait prise. Il commence à m'agresser. 17h09, ça va très mal se finir, mon petit bonhomme. Vous finirez pas l'émission, vous êtes au courant. Les types qui enlèvent Françoise, au bout de 2 minutes, ils la libèrent. Bien sûr, ça je suis d'accord, c'est pour ça qu'il ne m'arrivera jamais rien. Aucune menace ne peut me faire peur, parce que même la mort a peur de moi. Moi j'irai vous chercher avec les dents. Je sais. Non mais Sébastien... oui, mais je sais, Cécile de Ménibus le fera. Compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi, voilà, c'est ça. Voilà. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Je vais plutôt bien, surtout quand il y a beaucoup d'ambiance comme ça. Avec le béret. Coiffé d'un superbe béret. Très Frenchy le béret de chez nous. Basque. Basque. Celui-là est basque. Les chocolats le sont moins, mais monsieur, merci de nous les avoir offerts, ils sont magnifiques. Oui, voilà. Ça permet peut-être. Ils font l'unanimité. Ça permet de soudoyer les vraies voix. Avant le. Qui l'a dit? Ça sent la cartouche pour le Kikadi. Donc
regardez, on les là comme ça, la fraude dans cette émission. Voilà, c'est ça. 0826 300 300, n'écoutez pas ce qu'il dit, ne retenez que ce numéro pour nous appeler comme tous les jours. Dans un instant, Jean-Pierre sera avec nous des Yvelines. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Cécile. Comment ça va? Bonsoir. Très bien, merci. On parle de quoi avec vous dans un instant? De l'Europe qui est inexistante face aux géants chinois et américains. Ouf, sacré sujet. Allez, 0826 300 300. Vous nous laissez beaucoup de messages. C'est toujours difficile de choisir. Écoutez celui-ci. Oui, bonjour. C'est Sylvie d'Agen. Vous parlez de l'emploi des seniors. Donc, je voulais mettre une petite précision. Moi, j'ai 60 ans. Je suis bénéficiaire du RSA. Je n'arrive pas à trouver du travail parce que j'ai 60 ans. Et quand je me présente au niveau des employeurs, la première chose qu'on me dit, c'est pourquoi vous ouvrez pas vos droits à la retraite. Donc il y a un problème. On rallonge la retraite, mais en fait on ne trouve pas de travail. Donc Renaissance, merci, bravo pour tout ce que vous faites pas. Vrai sujet que l'emploi des seniors. Problème qui avait été évoqué lors de la discussion houleuse sur le projet de loi sur les retraites. On avait dit qu'ils auraient mieux fait de commencer par ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est frappé au coin du bon sens. Moi, je pense qu'il y a combien de Sylvie, je ne sais pas. Il y en a beaucoup en France, en tout ça. En tout cas, c'est certain, bien sûr. Sébastien Ménard. Il y a beaucoup trop. François, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que on vient quelque part contrarier celles et ceux qui se retrouvent sur le carreau au moment de leur vie où on voit partir ses enfants, où on voit quelque part on est touché par un certain nombre de concurrences, que ce soit des concurrences physiologiques pour vous mesdames, des concurrences générationnelles, des concurrences intellectuelles, et on se retrouve déclassé. On se retrouve déclassé et bientôt on nous propose de sous-indemniser celles et ceux qui sont le plus déclassés et le plus embêtés. Voilà, je suis pas certain effectivement que tout aille dans le bon sens. Et on oublie l'expertise bien entendu des seniors. 0826 300 300, Jean-Pierre est avec nous. Des Yvelines, Jean-Pierre, l'inexistence de l'Europe face aux géants américains et chinois. Tout à fait, oui. On peut prendre tous les domaines, que ce soit écologique ou même quand il se passe la guerre en Ukraine, en Israël. Les Américains prennent la main, l'Europe, on se demande où elle est. L'écologie, la Chine est en train de faire un virage à 360 degrés où ils vont nous inonder avec leurs panneaux chinois, leurs batteries lithium. Nous, tout ce qu'on met en face, on demande aux Français de prendre une voiture électrique. Enfin, on est à la rue totale, quoi. On est complètement déconnecté des réalités du monde. Sébastien Ménard veut réagir. Alors, modulo quand même, cher auditeur, la problématique, Jean-Pierre, la problématique de la pollution. Parce que là où les deux superpuissances que vous venez de citer sont champions du monde toutes catégories, je rappelle quand même que le premier pollueur du monde, les États-Unis, le deuxième pollueur du monde, la Chine, effectivement, à ce niveau-là, ils n'ont rien à nous apprendre. Et c'est peut-être aussi ce qui explique cela, c'est-à-dire qu'on peut être les premiers partout quand on respecte personne. Françoise Degois. J'entends ce que vous dites, mais je pense que là, pour le coup, l'Europe est en train de réagir. Vous savez que, bien sûr, il y a une entité industrielle qui marche divinement bien, c'est Airbus, bien sûr, mais l'Europe est en train de changer sur l'industrie, justement pour se renforcer par rapport à Chine-Amérique. Elle est en train de prendre des sanctions terribles sur les GAFAM. Pour une fois, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, j'entends ce que vous dites, vous avez raison, mais il me semble quand même qu'il y a un consensus droite-gauche à l'Europe pour changer ce point. Ça prend un peu de temps, mais ça existe. En tout cas, Jean-Pierre, vous restez avec nous le plus longtemps possible, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur, Philippe. Contre l'usage de certains mots qui servent uniquement à occulter le réel. Ouais, c'est pas mal. On en parle dans un instant. On souhaite la bienvenue. Vous pouvez nous appeler et communiquer avec nous sur tous nos réseaux sociaux. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous voulez du parler vrai, vous voulez du débat forcément et de l'opinion partagée. Et ben vous êtes arrivés au bon endroit, ne bougez pas. Installez-vous confortablement jusqu'à 19h, 0826 300 300 avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et puis Sébastien Ménard, l'entrepreneur de la foodtech et vous, bien entendu. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir. On parle de quoi avec vous ? De ce clip contre la société de consommation qui divise
disent les ministres de l'économie et de l'écologie, de cette trêve sur Gaza et de la libération d'otages du Hamas qui doivent débuter demain selon le Qatar. Et puis d'Emmanuel Macron qui promet aux maires de décentraliser, de simplifier, de désembrouiller. En 3 mots, ça donne, je vais vous le donner, consommation, libération et décentralisation. C'est une belle manifestation. C'est le seul mot que j'ai trouvé en Lyon. Allez tout de suite, le réquisitoire du procureur. Non. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et on va donc parler de réquisition du procureur pour rester dans les rimes. Et vous voulez requérir monsieur le procureur contre l'usage de certains termes à la mode qui bien souvent occultent une sombre réalité. En fait, j'ai pensé à ce qu'avait dit Emmanuel Macron hier soir devant les maires invités à l'Élysée. Il nous avait pas invités, dommage. Non. Mais et il a évoqué dans son discours des civilisations. Il l'avait déjà évoqué, mais ça m'a frappé de voir à quel point Emmanuel Macron, comme d'autres, s'abandonne au pouvoir des mots. Et au fond, je me demande si, très banalement, les mots ne servent pas chez lui, comme chez d'autres, à dissimuler ce que le réel a de sombre, ce que le réel a d'insaisissable. Et au fond, le réel est malheureusement l'échec suprême de la politique. Et ce pouvoir à la fois pervers et consolateur des mots est exaspérant pour quelqu'un qui rêve d'une action politique ferme et efficace. Et c'est un réflexe de dire certains mots alors qu'on rêve d'autre chose. Je suis d'accord, les mots valises, il n'y a pas des civilisations. Bon, on sait comment est Macron, il émiette un coup à l'extrême droite, un coup à la droite, un coup à la gauche, un peu humaniste. Bon, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal aussi parce que c'est sa manière continue en fait de gérer. Il n'est pas le seul, c'est vraiment les enfants de la télé. Ça a commencé avec Sarkozy, ça continue avec Emmanuel Macron. Et deuxième point, il y a ces mots réflexes, islamo-gauchiste pour les uns, fasciste pour les autres. C'est des mots en fait qui coupent absolument tout débat. Et c'est absolument terrible. Sébastien Ménard. Je suis pas évidemment d'accord avec Françoise et avec Philippe. Il n'y a pas que des mots valises, il n'y a pas des mots qu'on qualifierait entre guillemets de coupe-débat. Il y a des mots. Il y a des mots pour des mots. MAUX, et ce que fait le président de la République, en tout cas depuis son élection, c'est de dire très clairement tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ce que le débat politique a trop longtemps occulté. Donc quand il parle de décivilisation, quand il parle d'ensauvagement, etc., c'est exactement ce que pensent les Françaises et les Français. Oui, enfin, il est au pouvoir depuis 7 ans, donc en réalité, vraiment c'est très bien de se payer de mots. Vous savez, l'expression française « je me paye de mots » est quand même assez exceptionnelle et elle lui va comme un gant. Voilà. Pas que. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont consommation, libération et décentralisation, Félix. Une agence de l'État diffuse un spot contre la société de consommation avant le Black Friday. Le ministre de l'économie voit rouge, son collègue de la transition écologique assume. Les premiers otages du Hamas doivent être libérés demain après-midi, confirme un haut responsable du Qatar. Début de la pause humanitaire prévue demain matin à Gaza. Et puis un système cul par-dessus tête. Emmanuel Macron promet un nouvel acte de décentralisation. Alors on va demander à l'un des maires reçu hier soir à l'Élysée s'il a été convaincu. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce que c'est bon pour la croissance ou est-ce que c'est mauvais pour la planète? Ou bien les deux sans doute. Le Black Friday, le vendredi noir, divise le gouvernement aujourd'hui. En cause, ce clip diffusé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, met en scène un faux vendeur avec un client qui hésite entre 2 polos. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais, aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Hésitez pas, hein. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards? Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Vidéo de l'agence de la transition écologique critiquée ce matin par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je la trouve maladroite. Vendeur, c'est un métier. Je trouve pas ça très sympa pour les vendeurs de se moquer, même indirectement, de leur métier. Surtout le commerce physique, qui aujourd'hui, quand vous regardez les boutiques de centre-ville, les boutiques de vêtements, toutes les grandes marques comme Cabayeux qui ont connu ces difficultés, très franchement, je trouve pas ça très habile. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Je crois à l'incitation à la sobriété, pas à la culpabilisation du consommateur. Et après ce coup de gueule de Bruno Le Maire chez nos confrères de France Info, un peu plus tard sur France Inter, cette fois son collègue ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, persiste et signe. J'ai validé cette campagne, je l'assume et elle ne sera pas retirée.
La semaine du Black Friday qui est devenue une espèce de symbole de cette hyperconsommation. C'est pas contre les commerçants. Vous avez 99,8% des autres spots qui vont dire acheter. Il faut qu'on retrouve une forme de sagesse qui existait il y a encore 2 générations où avant de se poser la question de jeter pour remplacer, on commençait par se poser la question très simplement de la réparation. Depuis 10 ans, le nombre de vêtements en moyenne que chaque Français achète a augmenté de 30%. Les commerces physiques sont aujourd'hui concurrencés par des plateformes en ligne avec des politiques marketing ultra agressives et avec des bilans carbone qui sont désastreux. Christophe Béchu qui concède tout juste une maladresse sur le fait d'avoir ciblé les commerces physiques dans la vidéo plutôt que les sites de vente en ligne. De leur côté, plusieurs organisations du commerce et du textile menacent l'ADEME d'une action en justice pour dénigrement commercial. Un mot, c'est peu la cacophonie là. Oui, c'est la cacophonie, mais si un jour on m'avait dit que je donnerais le point à Christophe Béchu, alors je ne l'aurais pas cru, mais comme on est cul par-dessus tête, je trouve que c'est bien ce que dit Christophe. J'entends les arguments de Bruno Le Maire, mais je l'ai trouvé tellement drôle cette pub sur la dette. Elle est très drôle. Le type est devant. Je pense pas que ça insulte les vendeurs. Sébastien Ménard. Vraiment. Après avoir donné un carton rouge tout à l'heure à Bruno Le Maire sur ses annonces sur les seniors et sur la sous-indemnisation des seniors, en tout cas des gens plus de 55 ans, parce qu'il l'a fait aussi. Là, pour le coup, moi, je lui mets plutôt un bon point, parce que stigmatiser les uns, stigmatiser les commerces de bouche, stigmatiser les gens qui bossent, en tout cas les gens qui bossent dur et qui affrontent justement une concurrence. C'est de la stigmatisation. Mais c'est exactement ça. Là, franchement, la pub de l'ADEME, moi, je l'ai vue. Elle est chouette. Non, elle est pas chouette. Elle est pas chouette quand tu as tous nos commerces de proximité, tous les commerces de centre-ville qui ferment le rideau parce qu'ils sont concurrencés par des plateformes totalement offshore. Philippe Bilger ? Non. Ouais, d'accord. Les deuxième mot, en bref, la libération des otages et la trêve sur Gaza qui débuteront demain selon le responsable qatari. Les premiers otages du Hamas seront libérés demain après-midi selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Une pause humanitaire censée durer 4 jours renouvelable à partir de demain matin avant la libération. Donc d'abord dans l'après-midi de 13 femmes et enfants dans l'après-midi. Troisième mot, décentralisation. Emmanuel Macron recevait hier 1 millier de maires à l'Elysée. Le chef de l'État s'engage à mener dans l'année qui vient une décentralisation réelle et audacieuse. Au menu notamment une refonte de la fiscalité locale pour désembrouiller le fonctionnement des collectivités. Nous avons un système cul par-dessus tête, lance Emmanuel Macron. Il veut que désormais, en gros, chacun sache qui fait quoi. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne avec l'un des maires reçus hier soir à l'Elysée. Bonsoir Jean-Baptiste Amonique. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix, maire modem de Villepreux dans les Yvelines. Est-ce que vous avez été convaincu par Emmanuel Macron ? Écoutez, moi j'ai trouvé que hier à l'Elysée, les propos du président de la République étaient finalement attendus et j'irais même jusqu'à dire, là on a eu l'imprécision à l'instant parce que je sors du grand auditorium du Congrès des maires porte de Versailles par la première ministre Elisabeth Borne de la déclinaison opérationnelle de ce qui a été annoncé hier. Donc plutôt convaincu en tout cas par les annonces qui finalement apportent des réponses à un certain nombre de questions, de sollicitations et de craintes que nous avons nous les maires et que nous avons exprimées tout au long de ces 3 jours de congrès. Parce que quand on parle de clarifier les compétences des collectivités pour dire qui fait quoi, est-ce qu'on risque pas de vous enfermer dans des compétences obligatoires sans marge de manœuvre pour les choix politiques locaux ? Moi, je crois que la plus grande difficulté qu'on éprouve aujourd'hui, quel que soit l'échelon de collectivité, c'est que finalement, lorsque tout le monde s'occupe de tout, on perd en efficacité. Et donc, il y a un véritable besoin d'apporter de la clarté. Ça a été dit évidemment par le président hier. Il faudra voir concrètement comment cela va se traduire. Et puis surtout, à chaque fois qu'on a une compétence qui est définie par échelon de collectivité, avoir les moyens et les transferts de charges en face. Parce que ça, c'est évidemment quelque chose dont nous avons pâti ces dernières années et ces dernières décennies, c'est que l'État a transféré un certain nombre de compétences, pas nécessairement toujours au bon échelon, mais avec l'absence, on va dire, de transferts qui nous permettent d'avoir les moyens financiers et les moyens humains pour la mener. Donc il va y avoir des attentes là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'autres annonces, notamment sur la DGF, peut-être qu'on va avoir le temps d'en parler, qui étaient assez inattendues pour le coup et qu'on accueille favorablement. Avec donc un peu d'aide financière. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que là, le président de la République a annoncé hier, une refonte de la dotation globale de fonctionnement, ce qui est quand même indispensable aujourd'hui. Alors certes, ce gouvernement et le précédent, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, n'a pas baissé les dotations. Néanmoins, pour vous prendre un exemple que je connais bien, sur ma communauté d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai un certain nombre de communes qui ne touchent plus du tout de DGF. Ça veut bien dire que il y a une difficulté et que la méthode de calcul n'est plus la bonne. Et donc finalement d'annoncer ce que toutes les associations d'élus finalement demandent depuis plusieurs décennies, une refonte totale et globale de la DGF, ça c'est une bonne chose. Et la première ministre est même allée plus loin,
puisqu'il y a 5 minutes, 10 minutes, elle a annoncé que sur le budget 2024, la dotation globale de fonctionnement serait abondée de 100 millions d'euros, ce qui finalement revient à apporter une réponse où là aussi nous avions des sollicitations très fortes, qui était l'indexation de la DGF sur l'inflation. Mais je vais vous donner moi mon sentiment. On n'a plus le temps. Il reste jusque là. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste Monique d'avoir été avec nous, maire de Modène. Merci beaucoup de Villepreux dans les Yvelines. Dans un instant, on va revenir sur cette élection aux Pays-Bas du parti d'extrême droite, le PVV, qui est arrivé en tête des élections législatives. On va en parler avec Jean-Yves Camus qui est avec nous, politologue spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que finalement on a déjà la couleur du prochain Parlement européen ? Non, loin de là, c'est trop loin, d'abord. Et ensuite, ce sont des scrutins nationaux qui s'additionnent. Restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que Philippe David est bien entendu là. On est ensemble jusqu'à 19h. On est en pleine forme d'ailleurs. Oui, surtout vous êtes bien en forme, ça c'est sûr. Oh la vache. J'aime bien. En forme ES, c'est ça? Oui, vous avez des formes, on le sait. Oui, vous êtes mon dodu, mon replay. On connaît à chaque fois le numéro mon replay. Autant certaines personnes ont une forme et lui il en a plusieurs des formes. C'est ça qui est. C'est un barbapapa dans la famille des barbabunes, vous voyez, barbiduche. Vous l'entendez, Françoise de Gaulle est avec nous, Sébastien Ménard aussi, bien entendu, Philippe Bilger et vous, 0826 300 300, vous voulez commenter l'actualité. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 35 sièges. Aux Pays-Bas, le Parti de la Liberté, parti d'extrême droite et islamophobe, a remporté 37 sièges. Moi, je félicite de cette victoire parce que Geert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement national. Les gens attendent de notre programme plein de promesses, une politique d'asile et d'immigration plus stricte. On est face à un mouvement de fond dans toute l'Europe. On l'a vu avec Orban d'abord, on le voit avec Fico, on l'a vu avec Mélanie. De plus en plus de pays au sein de l'Union européenne souhaitent que l'on puisse à nouveau maîtriser une immigration qui est en même temps massive et aujourd'hui totalement anarchique. Et donc c'est un véritable séisme politique aux Pays-Bas. Le parti PVV, considéré comme extrême droite, est arrivé en tête des élections législatives. Donc 35 sièges pour 150 pour ce parti de la liberté. Son leader n'est pas assuré de pouvoir trouver une coalition pour devenir Premier ministre. Mais en tout cas, le résultat intervient après plusieurs basculements similaires en Italie, en Hongrie et en Argentine dernièrement, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand on entend Gérald Darmanin dire qu'il y a entre 600 000 et 900 000 clandestins en France, ça ne nourrit pas le vote anti-immigration puisque ça prouve qu'on est incapable de contrôler notre immigration. Est-ce que pour vous, c'est une preuve du dysfonctionnement de l'Union européenne puisque dans le programme du PVV, personne ne le dit en France, il y a la sortie de l'euro on l'a dit, on l'a tous dit, le net fee, on ne l'a pas dit. Pour revenir au florin. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous, les prochaines européennes vont être un raz-de-marée de droite populiste ou pas du tout? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour commenter forcément cette actualité, Jean-Yves Camus, politologue spécialiste de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IRIS. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petit tour de table avec vous, Philippe David. Alors, Philippe Bilger, une succession de pays aujourd'hui qui virent plutôt à droite. Oui, alors je vais me permettre rapidement de formuler plutôt des interrogations dans la mesure où nous avons le grand spécialiste de l'extrême droite dans notre espace intellectuel. D'abord, c'est un succès, mais ça n'est pas un triomphe, vous l'avez rappelé, puisqu'après avoir fait une campagne moins axée sur l'immigration, plutôt sur le plan social, il obtient, je le répète, un succès, mais ça n'est pas un triomphe, il n'est même pas assuré de diriger le gouvernement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point la notion d'extrême droite correspond à la réalité européenne avec des partis
qui sont en pointe, qui sont en vitesse, et alors qu'ils ont des projets différents. Je pense notamment Wilders, on vient de l'évoquer, qui veut quitter, qui veut un exit et qui par ailleurs a une autre vision que celle de Marine Le Pen. Et troisième élément, et j'ai fini, je suis tout de même un peu déçu que semble-t-il aujourd'hui les politiques ne s'articulent véritablement qu'autour de l'immigration. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent démocratique ou républicaine que cela? Certes, c'est capital, mais enfin, on pourrait aussi s'intéresser à d'autres problématiques qui passionnent le citoyen ou qui le font souffrir. Françoise Legois. Alors d'abord, moi je pense que l'immigration, c'est toujours ça en pré-campagne et que vous allez arriver dans la campagne européenne et que bien sûr, le Rassemblement national va porter, et la liste de Marion Maréchal va porter l'immigration parce que c'est son cheval de bataille, mais qu'on termine assez souvent quand même sur l'Europe sociale et sur le social. Deuxièmement, je vais vite, Philippe David et Cécile, je ne mettrai pas du tout l'Argentine là-dedans. L'Argentine, l'élection de Milei n'a absolument rien à voir, en fait, en réalité, avec l'élection de Geert Wilders aujourd'hui aux Pays-Bas. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes ressorts. C'est la génération de TikTok qui a élu Milei. Hein. Les 16-29 ans, les 18-29 ans ont voté massivement pour lui. C'est un libertarien, c'est un mouvement très connu aux États-Unis. C'est l'extrême droite, mais ça n'a absolument rien à voir. Troisième point, il faut bien avoir du recul. L'extrême droite. C'est intéressant de nous expliquer pourquoi, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes réflexes. Il y a pas un discours anti-immigration, hein, absolument. Chez Milei, d'abord parce que l'immigration c'est pas le même sujet. Il y a un discours anti-État. Il y a un discours de réduction de tout ce qui est la fonction de l'État. Il y a un discours de réduction de la réussite individualiste. Et il y a un discours de réduction de tous les marchés. Ça n'a absolument rien à voir. Marine Le Pen, elle est plutôt pour la dépense d'État, alors que Marion Maréchal est plutôt libérale. Milei n'a rien à voir. C'est un libéral, libertarien. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, mais Jean-Yves Camus pourra l'expliquer, il aura plus de temps. Dernier point, il faut jamais ne jamais peser sur le fait que l'extrême droite est décevante. Giorgia Meloni, elle est au très fond des enfers de l'opinion publique aujourd'hui à cause de Lampedusa, c'est-à-dire que et ça c'est le premier point. Je ne crois pas du tout qu'il y a un élan. Bien sûr, il y a une tentation. Le Rassemblement national arrivera certainement en tête, mais en plus, la chance qu'on a dans notre malheur, c'est que l'extrême droite ne s'entend pas à Bruxelles et au Parlement européen. Donc ça, c'est très bien. Sébastien Ménard. Encore une fois, je l'ai déjà dit à cette antenne, si les partis fréquentables européens, en France comme ailleurs, étaient susceptibles d'amener des réponses... C'est qui est fréquentable? Parce que là, il faut savoir. C'est ce que j'appelle... Il y a évidemment des obédiences de gauche, des obédiences de droite, des obédiences du centre qui sont tout à fait respectables. Celles ce qu'on appelle communément les partis de gouvernement, même si ça ne veut plus rien dire. Et on voit aujourd'hui un effondrement idéologique de ces vieilles familles politiques en France et au-delà, quand on voit les difficultés que peuvent avoir les LR à exister aujourd'hui dans le débat public en France. Pourquoi ? Parce que ils ont tout simplement abandonné les sujets qui préoccupent nos concitoyens français, européens. Et donc vous avez des officines politiques très opportunistes, très populistes, comme dirait Françoise, très poujadistes, c'est ce qui se passe en Argentine, qui finalement, à la fin de la fin, prennent les sujets à bras-le-corps, les adressent et retrouvent un écho dans les urnes plus favorable que les boutiques politiques plus traditionnelles. Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste donc de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, ce tour de table de nos vraies voix, est-ce que finalement ça donne une vision de la compréhension de ce sujet ? Ça donne une vision de la compréhension, et Philippe Duvet vient de soulever des questions qui sont absolument fondamentales, notamment celle de savoir s'il n'y a pas des sujets qui intéressent autant nos concitoyens que l'immigration, qui certes est une préoccupation importante, par exemple pour les électeurs de Marine Le Pen, mais qui est loin d'arriver en tête. Voilà. L'immigration, chez les électeurs de Marine Le Pen, arrive derrière la première préoccupation qui est le pouvoir d'achat. Voilà. Et la seconde préoccupation, c'est la sécurité, ou l'insécurité, comme vous l'entendez. Et dans de nombreux pays où prospèrent des partis qui appartiennent soit au groupe de Marine Le Pen au Parlement européen, soit au groupe concurrent des conservateurs et réformistes européens, on voit que la question de l'immigration est certes importante, mais d'abord,
tout aussi important, il y a la question de l'identité. Cette interrogation sur l'identité d'une partie de l'électorat dans pratiquement chacun des pays européens, interrogation qui correspond aussi au fait qu'on ne sait pas très bien encore ce que c'est que l'identité européenne, en tout cas celle que nous propose la Commission, et que le projet politique de la Commission, qui est incontestablement un projet fédéraliste, est un projet qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, ce qui veut dire que finalement on a l'impression d'une Europe sans boussole, en tout cas sans boussole idéologique, extrêmement productrice de normes, et même d'une inflation de normes, extrêmement productrice de ce qui est vu comme étant une bureaucratie dont on pourrait se dispenser. Mais ce qui me frappe par-dessus tout, c'est la faiblesse des réponses idéologiques offertes par, on parlait des partis de gouvernement, c'est ce que disait à l'instant Sébastien Ménard, tant les conservateurs traditionnels que les libéraux traditionnels et les sociodémocrates traditionnels sont en panne d'imagination, sont en panne de projet. C'est un petit peu comme si on avait décidé une fois pour toutes que l'idéologie, parce qu'elle avait fait des ravages au XXe siècle, enfin certaines d'entre elles en tout cas, était à mettre au placard, et que le côté gestionnaire devait être dominant dans toutes les formations dites fréquentables de gouvernement. Or, les citoyens attendent qu'on leur donne un cap, ils attendent qu'on leur donne un cadre. Oui. Ils n'attendent certainement pas une idéologie fermée, une idéologie croyance, comme on en avait au XXe siècle, mais à un moment donné, on ne peut pas se contenter de dire aux citoyens, comme l'a fait aussi M. Milei d'ailleurs en Argentine, soyez tous les membres de la Startup Nation et préoccupez-vous de votre bonheur individuel. Jean-Yves Camus, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Et direction le Limousin avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. On vous écoute. Donc là, bon, je vous écoute un peu. En fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le terme extrême droite, surtout de la part de gens de gauche, notamment comme Madame de Gois, qui est ici présente. C'est quoi que vous appelez extrême droite? Parce que moi, je vais vous prendre mon cas personnel. Je pense pas être d'extrême droite, mais vous voyez, par exemple, moi, l'immigration, j'en veux plus, quoi. Je suis dans un petit village de 3000 habitants. Là, il y en a radicalement changé de visage. C'est plus du tout la même chose. Il y a des gens qui hardent toute la journée, ils parlent pas français, on sait plus quoi en faire. Je vois qu'il y a des attaques maintenant carrément. Il y a des opérations pour aller, on va dire, taper sur des jeunes qui jouent au rugby dans le coin, etc. Comme moi quand j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter avec l'extrême droite, on en a juste marre, on n'en veut plus. Et clairement, en 2005, on a dit non au traité de l'Union Européenne. Je vois qu'aujourd'hui, c'est l'Union Européenne qui décide pour nous, alors que les Français ne veulent pas que ce soit l'Union Européenne. Alors soyez pas surpris qu'après, qu'il y ait des pays comme les Pays-Bas, je sais pas, ou même l'Italie, ou même l'Espagne, la France, qui à un moment donné vont se tourner vers ce que vous appelez, entre guillemets, l'extrême droite. Qui n'est pas pour moi l'extrême droite d'ailleurs. Donc clairement, vous payez votre... Mais pourquoi vous me dites, vous, en fait, moi je ne suis pas responsable... C'est de forcer l'Union Européenne. Mais non, Nicolas, la plus à gauche, qu'on va dire. Non, mais vous, par exemple, non, mais attendez, il m'interpelle moi, donc je lui réponds. Nicolas, vous pensez que, par exemple, la France doit sortir de l'Union Européenne? Vous êtes comme Gerd Wilders? Voilà. Aucun leader dit d'extrême droite, puisque vous n'aimez pas cette étiquette, comme Marine Le Pen, mais je la remets parce que, pour 1000 raisons, préférence nationale, etc. Mais Jean-Yves Camille pourra définir mieux que moi. Mais attendez, on a toujours vécu sous la préférence nationale. Je vais terminer. L'histoire de la France, la préférence nationale. Je vais terminer. Dans mon village, il n'y a pas un seul nom d'origine étrangère. Ça fait que depuis 20 ans que ça existe. Nicolas, je vais terminer pour vous en vous répondant que même ces partis d'extrême droite ont tous abandonné. Gerd Wilders, d'abord, il gouverne pas, il a très peu fait campagne sur le Nexit, mais Marine Le Pen a abandonné la sortie de l'euro. Jean-Luc Mélenchon, europhobe de l'autre côté de l'échiquier, a abandonné la sortie de l'euro. L'Espagne, tout. Donc, la sortie de l'euro, c'est un fantasme pour quelques personnes. Il n'y a plus aucun parti d'extrême droite qui porte ça. Allez, Philippe Bilger, restez avec nous, Nicolas. Le débat avec Nicolas prendrait trop de temps, mais en ce qui compte, je voudrais poser une question à Jean-Yves Camus. Je me souviens, Jean-Yves Camus, ou bien d'un entretien ou d'un article que vous aviez écrit pour dire que la notion d'extrême droite n'était pas la bonne, de mémoire, et qu'il fallait la diversifier. Et si je comprends bien
bien l'intervention que vous avez eue tout à l'heure. Est-ce que je la force un peu en disant que vous dites que ceux qui s'opposent aux extrêmes droites n'ont pas de projet suffisamment cohérent et structuré pour la vaincre, et que d'autre part, il me semble que les extrêmes droites elles-mêmes ont des propositions trop sommaires pour être crédibles. Autrement dit, on se trouve dans une sorte d'espace qui est un peu déprimant sur le plan européen. Est-ce que c'est plausible ce que je dis ? Mais c'est absolument plausible. Ceux qui s'opposent à, entre guillemets, l'extrême droite, que je préfère appeler droite radicale aujourd'hui, sont tétanisés par elle depuis à peu près 30 ans. Ou bien ils utilisent un argument qui, à mon avis, ne fonctionne plus, qui est l'argument moral, qui consiste à ramener chacun de ces partis à son passé. Et ça marche moyennement. Quand on regarde les dernières enquêtes d'opinion sur Marine Le Pen, est-elle une adversaire de la démocratie, ça ne fonctionne plus chez la majorité des Français. Ou bien alors, on se contente de dire les partis d'extrême droite présentent une idéologie sommaire et s'ils arrivent au pouvoir, ce sera la catastrophe. Le problème étant que les électeurs de ces partis ne le voient pas comme ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est renverser la table. Ils sont à un point d'exaspération où ils se disent que finalement, ayant essayé à la fois la social-démocratie, la droite conservatrice et libérale, eh ben pourquoi pas tenter. Le problème, c'est qu'évidemment, quand on tente ce type d'opération, il est assez compliqué de revenir en arrière. Ça, les électeurs s'en aperçoivent pas nécessairement. Mais il y a une sorte d'exaspération qui conduit à se dire, finalement, on a des institutions qui vont réguler tout ça, puis on a l'administration qui va faire pendant aux politiques si Marine Le Pen gagne. Donc, on va renverser le paysage politique et on va essayer autre chose. Ça s'appelle la grande alternative. Allez, 0826 300 300, petit message de Jean-Pierre des Yvelines. Jean-Pierre, il nous reste très peu de temps. Écoutez, malheureusement, c'est la tendance actuelle. Tout le monde a envie de se dire pourquoi pas essayer. Moi, j'ai juste envie de leur dire et pourquoi pas devenir humaniste et tendons la main à celui qui arrive, parce que le rêve européen doit être une réalité et pas que pour les étrangers. Le problème, c'est qu'on rêve pas européen. Il faut rêver européen, mais en tant que Français, en tant qu'Espagnol, Portugais, rêvons européen. Arrêtons de rêver américain. C'est vraiment super ce que vous dites, parce que j'en ai marre. C'est un peu un cauchemar. Non, mais c'est toujours enfoncer les portes ouvertes en disant les gens ont envie d'essayer. Écoutez, l'extrême droite, Giorgia Meloni a été portée en Italie. Elle est déjà détestée par les électeurs. Il faut arrêter de faire de l'extrême. Écoutez, pour l'instant, elle gouverne. Hein. Mais peut-être elle gouverne avec une coalition de la droite des affaires. Mais pour l'instant, elle gouverne. Mais non, elle gouverne. Elle est complètement coincée. C'est mieux que d'être dans l'opposition. Mais vous ne connaissez rien, en fait, au système politique italien. Mais donc, arrêtez avec le gouverne. C'est pas fini, Mélanie. C'est pas fini. J'en ai marre d'entendre toujours les portes ouvertes, les partis ont rien proposé, etc. Si les partis ont à proposer, ils ont à proposer, ils vont le faire, et vous verrez qu'ils vont le faire. Et l'extrême droite n'est pas inévitable. J'en ai ras-le-bol d'entendre ces bêtises. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Qu'est-ce qu'on fait ? Et écouter nos auditeurs. Oui, mais les auditeurs, j'écoute plutôt Jean-Pierre que Nicolas. Allez, faites une pause. Écoute son auditeur. Bien sûr. Non, pas vous. Excusez-moi. Vous adorez Nicolas. J'envoie la pub et vous vous engueulerez hors antenne. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous, politologue spécialiste de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, ils s'engueuleront, mais pour d'autres raisons. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous. C'est bien, il y a du débat, Philippe, aujourd'hui. Il y a du débat avec Françoise. Il y a même du haut, pardon. Oui, absolument, il y a du haut. Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. Ce qui est important, c'est effectivement avoir des règles d'organisation. Attention, elle va dire une bêtise là, des règles, oui. Oui, dans un instant, il n'y en a plus. Voilà, il y a des règles avant. C'est des avertissements que vous donnez en face. C'est ça. Non, je voulais vous dire juste un truc avant qu'on démarre. Vous savez, vous connaissez les règles. À partir de maintenant, le qui c'est qui l'a dit, ce sera comme d'habitude. Allez, tout de suite. Le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Jean-Pierre est avec nous des Yvelines. Jean-Pierre, le principe du jeu, c'est que vous répondez en premier. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, ils n'attendront pas. Hein. Ils vont, ça va être compliqué. Jean-Pierre, vous avez en gros 3 secondes en fait. Sachez-le. Allez, c'est parti, Cécile. Allez, qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas parce qu'on est contre le libéralisme qu'on est contre l'Europe. Ce n'est pas un homme politique. C'est un Voilà, philosophe. je de ma langue ouais, non, je vois Bernard-Henri Lévy. BHL? Non. BHL, non. Il est Michel Onfray. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Bah oui, c'est Michel Onfray. Ah, il est fort ce Ménard. Qui s'est préparé depuis 3 fois? Qui c'est qui l'a dit? Je ne suis pas allé au bout du monde, mais au bout de la France. Hidalgo, bien sûr. Bonne réponse pour son voyage en Polynésie. Il est fort ce Jean-Pierre. Oh là là là. Ceci dit, il est fort. Hidalgo a le sens de la formule. Il est fort. Bon, il est fort. Elle a au moins quelque chose. Au moins ça, oui. Bravo. Merci Jean-Pierre de la soutenir un peu. Vous avez remarqué que nos auditeurs n'aiment pas perdre. Hein. Il est très fort. Question qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien Jean-Pierre. Je n'ai strictement rien à faire de ces procès en récupération. Ah oui, Jean-Pierre. Le ministre de la Justice, je dirais. Non, c'est une femme. Non, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Ah. c'est une femme. Comment ça? Elle a une tante très célèbre. Marion Maréchal. Bonne réponse de Françoise de Gois. Je sais, elle a fait ça sur une chaîne concurrente. Qui c'est qui l'a dit? Et c'était sur Sud Radio ce matin, et on le dit direct. 20% de l'inflation vient des marges des industriels internationaux. Le ministre de c'est le non, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est bonne réponse. Oui, avec Jean-Jacques. Non, Jean-Pierre a été le plus rapide. Ça m'énerve. Une seconde. Il est fort, Jean-Pierre. Hein. Un centième. Indiscutable. Il est où, Philippe Bilger? Non, mais je m'énerve, l'arrogant. Le gars, il a jamais gagné pendant 3 ans. D'un seul coup, il gagne 2 fois. C'est le je déteste ce genre de. C'est horrible, le bon élève qui dit Madame, il y a Bilger au fond qui triche, il y a François de Gois. Françoise. Je déteste. Question qui c'est qui l'a dit? Le wokisme est une forme de totalitarisme léger. Et ce n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un, on va dire, qui souffle à l'oreille des présidents. Ah ben c'est un Tali. Non. Alain Marc. C'est moi en premier. C'est moi en premier. L'auditeur n'a pas répondu. Non mais c'est moi en premier, arrête. Il a dit l'auditeur n'avait pas répondu. La dernière fois tu as répondu avant. L'auditeur n'a pas eu le temps de répondre. Est-ce que vous le saviez? Donc on donne le point. Allez, Jean-Pierre, aviez-vous la réponse, Jean-Pierre? Non, franchement, voilà, donc c'est pour moi. Sébastien Ménard. Non, mais pas du tout, c'est moi en premier. On était c'est moi en premier. Ça suffit, c'est moi en premier. À qui tu le donnes? On verra. Dernière question, vite. Sur l'attitude des LR, il y a 2 fils qui se touchent. D'un côté, on vous dit des réformes structurelles, on ne les vote pas. De l'autre, on propose des dépenses. Quand on a 2 fils qui se touchent, on disjoncte. Qui a dit ça? Ah, c'est drôle. Quelqu'un qui n'aime pas les LR. Qui en était chez les LR? Bonne réponse, il a été le plus rapide. Eh ben non, tu vois, t'es égalité. T'as pas gagné. C'est simple. Vite. Une dernière question. Non. Les scores. 2-2-2, il y a Philippe Bilger qui soit Fanny. Voilà. Et Minck. Non, mais Minck, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit, on t'a pas entendu. C'était moi qui l'ai dit. Allez, restez avec nous. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Dans 10 minutes, tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe Bilger, on parle de quoi? Une nouvelle plainte contre Matzneff. Avec vous, Françoise de Gois. Écoutez, l'angoisse qui revient de Chine avec une épidémie de pneumonie très inquiétante. Sébastien Ménard. Une COP28 à venir pour pas grand-chose. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. À tout de suite, une petite pause. Pourquoi on ne fait pas cette émission depuis 10 ans, Philippe David? C'est tellement bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait je sais pas. Et pourquoi pas? Moi, il y a 10 ans, j'aurais pas pu, je faisais pas de radio, contrairement à vous. Vous en faites toujours pas? Non, c'est vrai, j'essaye. Elle est excellente. Et bam. C'est la différence entre elle et nous, en fait. Tu vois, non, mais je plaisante. de la vache. Elle vous a comparé à Juppé, vous êtes la meilleure d'entre nous. C'est vrai. Par contre, pour la coupe de cheveux, c'est plus moi Juppé que vous, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon Philippe David, qu'est-ce que je fais sans vous? Les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise de Gois et Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. En attendant, il fait partie de l'équipe, on l'adore. Il s'appelle Félix. Tout de suite, le top clic.
Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et dans le Top Tendance ce soir, on trouve le nom d'un historien qui vient de disparaître, Emmanuel Leroy-Ladurie. Il s'était fait connaître en 1975 en publiant Montaillou, village occitan de 1280. Village occitan, oui, qu'ai-je dit, village occitan de 1294 à 1324. Lina s'en souvient, nous parle de ce best-seller encensé par le grand public, mais aussi par les historiens. Une rare description donc détaillée du quotidien de ces habitants d'un village du Languedoc. Livre au succès inattendu, traduit dans plus d'une trentaine de langues à plus de 2 millions d'exemplaires. L'Institut national audiovisuel ressort une archive de l'émission Apostrophe avec Bernard Pivot en 1975. Emmanuel Leroy-Ladurie racontait comment d'improbables archives lui avaient permis de remonter les siècles pour reconstituer un quotidien si lointain. C'est Jacques Fournier, l'évêque de Pamiers, qui a vraiment tout retourné dans ce village pendant 5 ou 6 ans, en interrogeant une trentaine d'habitants, de façon, peut-être les a-t-il un peu torturés, mais je ne crois pas trop quand même. Il a interrogé avec beaucoup d'intelligence, et absolument sur tous les aspects de leur vie, sur leur dialogue, sur leurs amours, sur leur vie matérielle, sur leurs sentiments, sur leur raison de vivre, sur leur religion. Ces gens étaient hérétiques, comme on dira plus tard. Tout ça, donc, traduit de l'occitan, qui était la langue locale, en latin, mis après plusieurs recopiages sur un manuscrit, et qui a fini par atterrir à Avignon, où cet évêque deviendra pape sous le nom de Benoît XII, et à Rome. Parmi les nombreuses réactions qui hissent le nom de l'historien au rang des sujets les plus commentés ce soir, la Première ministre écrit « Je salue la mémoire d'Emmanuel Leroy-Ladurie, immense historien, portraitiste de la vie rurale, natif du Calvados. Par ses ouvrages, ses engagements pour les droits de l'homme et la lutte contre le dérèglement climatique, nous perdons, dit-elle, un grand universitaire et humaniste, Elisabeth Borne, qui fait référence donc aussi à ses travaux précurseurs sur l'histoire du climat. Emmanuel Leroy-Ladurie qui s'éteint à 94 ans. Je l'ai un peu connu il y a longtemps, mais il faisait partie de ces grands esprits pas évidents dans la relation immédiate, quoi, parce que un peu lunaire, répondant parfois aux questions, mais évidemment un très grand esprit. Oui, et puis comment est-ce qu'on peut passer de la civilisation rurale, de la paysannerie au climat? Il faut être un visionnaire, il faut non, mais il disait toujours, le roi Ladurie, que les gens avaient adoré son histoire des paysans parce qu'il s'identifiait à Astérix. Donc c'était intéressant de voir que cet homme avait à la fois une culture très populaire et puis une sapience en fait dans la matière. Voilà, c'est 94 ans, il a bien vécu. Sébastien Ménard. Une belle vie. Oui, alors 80. Non mais une belle vie pour commenter ses contemporains, une belle vie pour nous inspirer aussi. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. On parlait il y a pas une de vous, pianiste qui est morte à 109 ans hier. Ouais, la plus vieille pianiste du monde. Non mais c'est quand même les historiens, c'est rare. Hein. C'est quand même, on est d'accord, c'est extrêmement rare en réalité d'avoir un historien qui défriche un terrain, mais c'est surtout qui est un historien qui est incontestable, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs ou les vaincus. Ça dépend de quelle version on se place, mais voilà, si vous voulez lire de l'histoire profonde et visionnaire, il faut lire Ladurie. Et moi, je vais pousser un double coup de gueule. Vous en aurez 2 pour le prix d'un envers la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais c'est toujours votre précédent. Non, mais là, vous allez voir, ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé. Hier, on apprenait que la limitation de vitesse sur le périph' fallait passer à 50 à l'heure. Rappelons qu'elle était de 90 km/h il y a 30 ans et qu'une voie allait être réservée au covoiturage et au transport public du grand n'importe quoi. On roulait mal le jour sur le périphérique et on va rouler encore plus mal. Et au seul moment où on pouvait rouler normalement, on devra rouler à 50 à l'heure pour le plus grand bonheur du trésor public dont les flashs vont fonctionner à tour de bras. Prenez les transports en commun, vous dira-t-on. Des transports en commun qui fonctionnent à peu près aussi bien que fonctionnait l'économie de l'ex-URSS pour ce qui concerne les RER, dont on a appris que ceux construits d'ailleurs pour les Jeux Olympiques, accrochez-vous bien, ne seront pas tous prêts pour les Jeux Olympiques, dixit Anne Hidalgo en personne. Bref, à ce niveau cumulé de volonté d'emmerder les franciliens, de ne pas être capable de gérer les chantiers et les finances, ce n'est plus de l'incompétence, c'est de l'art. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Oui, je suis d'accord. Non, sérieusement, j'adore Philippe. D'abord, Anne Hidalgo, c'est pas sa compétence. Elle dit, elle a peur qu'on soit pas prêt, mais elle n'est pas responsable du dysfonctionnement des transports. J'aimerais quand même que vous arrêtiez de tout mélanger. Non, est-ce que je peux terminer ? Elle n'est pas responsable de la RATP, de la SNCF, du dysfonctionnement du RERC, etc. Quand elle tire la sonnette d'alarme, elle a raison de la tirer en tant que maire de Paris. Deuxièmement, le périph' la nuit à 90 km/h, à 130 km/h,
c'est un danger public. Vous dites, on peut rouler Mais il y a 4 voies. Mais c'est pas le problème. Vous avez vu que maintenant, mais non, mais est-ce que vous avez roulé la nuit sur le périph'? Moi, il m'est Oui, ça m'arrive régulièrement. Eh ben oui, mais écoutez, c'est extrêmement dangereux, que ça soit limité, c'est pas plus mal. Ah, 50 à l'heure sur 4 voies, c'est sûr qu'on va pas passer le mur du son, ça c'est clair. Par ailleurs, le fait d'avoir une voie réservée, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne très bien. Moi, il y a des voies réservées. Oui, bah écoutez, ça existe. Il y a déjà des voies réservées pour les transports en commun sur certaines autoroutes, notamment après Saint-Cloud, etc. Et ben ça marche très très bien. Donc arrêtez de. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Ménard? Pour rien, Françoise. Moi, je suis. Ça marche pas si mal, voilà. C'est pas pareil. Je suis comme vous, Philippe David. Bien sûr. C'est très vrai. Voilà, je suis un usager comme les autres en semaine. Tout à l'heure, en me rendant à la radio en moto, j'ai vu que, mon cher Philippe David, une partie de l'autoroute, notamment toute la voie nord, entre la porte de la Chapelle et la porte de Saint-Cloud, vous allez voir de nouveaux radars que vous avez payés avec vos impôts, voilà, qui ne peuvent plus vous rater parce qu'ils vous flashent avant, arrière. Voilà, voilà. Donc c'est-à-dire que même quand vous le voyez à 100 mètres et que vous décélérez ou vous freinez comme le font un certain nombre d'automobilistes, et ben voilà, vous pourrez plus échapper cette fois. Donc si en plus c'est réglé à 50 km/h, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les finances publiques. Je pense que c'est pas mal. Moi j'ai quand même une grande nouvelle. Françoise Degois et l'équivalent de Georges Marchais quand il disait que le bilan des pays de l'Est était globalement positif. Non, mais vous avez êtes la même chose sur Anne Hidalgo. Non, mais c'est pas vrai. Mais elle n'est pas responsable des transports parisiens, bon sang de bois. Adressez-vous à Jean Castex. la candidature de la France pour les Jeux Olympiques. Le périph' c'est elle. Non, mais est-ce que vous pouvez arrêter les délires sur Anne Hidalgo? C'est pas elle qui a porté la candidature. Enfin, la France a été candidate bien avant l'élection de Anne Hidalgo. C'est un pays qui porte la candidature. Arrêtez. Je veux bien que vous la détestiez, mais elle n'est pas responsable. Enfin, l'état des rues de Paris, c'est elle. Les travaux à répétition, c'est elle. Mais on parle pas de ça. La ligne 14, la ligne 4, c'est la RATP. Adressez-vous à Jean Castex. L'autre jour, j'étais sur la ligne 12, figurez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'interrompt parce que manque de personnel. Qui était dans la ligne 12? Jean Castex avec sa femme. Et c'était assez drôle de voir l'ancien Premier ministre avec sa femme descendre à quai et dire maintenant on va trouver une ligne. Elle n'est pas responsable de tout, Anne Hidalgo. Elle n'a pas cassé le vase de Soissons, elle l'a pas recollé, donc arrêtez vos cinémas. Françoise, sur le périph', c'est du délire. Le vase de Soissons, vous avez des preuves que c'est pas elle? C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Avec des esprits aussi tordus. Le vase de Soissons avait été cassé par Jean-Pierre. C'est bon, ça y est, on est calmé, on peut y aller, on peut faire une petite pause. Allez, on fait une petite pause. Dans un instant, vous aurez le temps de râler encore puisque c'est votre tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? Gabriel Matzneff. Ok, et Françoise Degois? Cette épidémie de pneumonie qui inquiète la Chine et le monde. Et Sébastien Ménard? La COP28 qui est déjà un échec. Dis donc, on va se marrer. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Même si je ne vous donne pas les noms des vraies voix, à les entendre, vous pouvez les reconnaître facilement, forcément. Ah oui. Françoise Degois, dont vous venez d'entendre le rire, Sébastien Ménard qui est avec nous. Non, il est beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il rit pas. Vous avez vu qu'il travaille, qui n'a dit d'une manière extraordinaire. Non, extraordinaire. Non, il n'est pas extraordinaire. Il a gagné son varin. Non, il n'a pas gagné ce soir. Les 3 dernières fois, il a gagné. Vous m'avez volé à la main, non, mais Sébastien Ménard, quand ils disent il travaille, ils ne vous félicitent pas. Non, vous les agacez. C'est ça qu'il est laborieux. C'est le type, il s'est dit c'est fini. Non mais excusez-moi, pour faire une métaphore technique, c'est un peu Björn Borg. C'est le type qui est au fond du cours, qui renvoie tout et qui gagne. Merci. Mais qu'est-ce que vous êtes flagorneur? Mais pas du tout. On dirait peut-être une sorte d'Henri Lecomte à la limite qui gagnera. Il va être avec notre ami Jacques Pessis dans quelques jours. Alors les enfants, j'ai fait une gaffe. Vous savez, le français laborieux, mais qui gagne un peu, mais laborieux. Arrêtez de dire n'importe quoi, puisque là, ça va être un moment sérieux. Ce serait plutôt pas mal. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait sur des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Absolument, on vous demande votre avis sur l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler d'un sujet lourd. Encore une plainte contre Gabriel Matzneff. La fille d'un de ses amis intimes affirme avoir été violée entre ses 4 et 13 ans. Oui, alors, quand j'ai lu ça ce matin, je me suis demandé si c'était vrai ou si à nouveau on ajoutait une pierre honteuse à un édifice qui est déjà relativement dense. Cette femme a, je crois, de mémoire, 56 ans. Elle était la fille adoptive d'un couple
singulier, j'ai cru le comprendre, aujourd'hui décédé, et qui faisait vivre cette petite fille dans des conditions un peu troubles, et qui connaissait le couple Gabriel-Matzneff, et ce qu'elle semble rapporter paraît exact. Et son frère s'est joint à sa plainte, s'est joint à sa cause, mais en affirmant lui qu'il ne voulait pas déposer plainte. Donc c'est terrible. Gabriel Matzneff a 97 ans, elle en a 54 ou 56, et on ne sait pas. Et la petite aurait été victime de 4 à 13 ans, en effet, d'actes. Alors je ne sais pas. Françoise Degois. Non, je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est parfait ce que dit Philippe. Comment on peut rajouter 4, 13 ans mon 97 ans Matzneff, il va probablement peut-être ne jamais répondre de rien. Bon. Non, je suis sidéré parce que vous dites, j'étais pas du tout au courant, Philippe, franchement. Sébastien Ménard. Sidération, on est dans l'abomination, encore une fois. Donc encore une fois, c'est difficile de commenter ce type de faits divers, de comportements, de dénonciation. Enfin voilà, c'est très compliqué. Avec vous, Sébastien Ménard, la semaine prochaine va s'ouvrir la COP28 à Dubaï. Forcément, ça nous inspire plein de choses. Ça nous inspire plein de choses. Je me rappelle, il y a quelques semaines ici, à cette antenne, je vous disais qu'on avait finalement pris de l'avance. On était en septembre, je crois, fin septembre. On avait pris de l'avance sur les objectifs de ce qu'on a appelé l'accord de Paris sur le climat. Je rappelle, en 2015-2016, on se réunit, vous avez un peu moins de 200 protagonistes qui décident de s'engager pour un certain nombre dans le cadre d'un certain nombre d'objectifs, mais le but étant évidemment de lutter contre le réchauffement climatique. L'objectif, c'est 2100, et 2100, c'est de ne pas dépasser de 2 degrés. L'objectif à atteindre, c'est 1,5 degré. Donc quand je vous ai parlé au mois de septembre, on était déjà à 1,5 degré. Et voilà, on va lancer la COP28, une COP28 qui ne va pas servir à grand chose puisque là on est à quasi 2 degrés. Donc on a atteint finalement avec 77 ans d'avance. Donc je vous avais dit il y a à peu près un mois qu'on allait atteindre cet objectif. Là il est atteint. Voilà, pour une fois on n'arrête pas le progrès, encore une fois. Combien ça coûte pour le climat, l'organisation de ces COP28? Pas beaucoup, pas tant que ça. La COP21 a coûté très cher. Moi je l'ai faite, j'y ai participé, j'ai travaillé, elle a coûté très cher, mais c'était le premier accord international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est 192 pays qui signent. J'ai fait beaucoup de COP 23, COP 26 à Marrakech, mais ça coûte pas si cher que ça, objectivement, par rapport à l'enjeu. Mais là, c'est vrai que c'est foiré. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'on va encore se réunir. Il suffit simplement de lire les recommandations de l'ONU, des Nations Unies en la matière, qui consistent à dire on a plein de problèmes, en fait. Le premier problème, c'est les pollueurs. Voilà, les premiers pollueurs, on en discutait tout à l'heure avec l'un des auditeurs. C'est évidemment, alors oui, on est toujours en train de montrer les États-Unis, la Chine comme de grands exemples industriels et commerciaux. La réalité, c'est que ce sont les 2 premiers pollueurs du monde. Le 3e pollueur du monde, c'est mon métier, c'est la bouffe, et notamment la surconsommation de bouffe. C'est le 3e pilier du réchauffement climatique dans le monde. Voilà. Donc évidemment. Les pétroliers, Sébastien, vous ils arrivent bien après. Non, les pétroliers. Non, ils arrivent bien après. Voilà. Donc ce qui est important de dire, c'est que oui, on va se réunir. C'est important qu'il y ait 183 protagonistes qui se réunissent, d'ailleurs, dans un endroit où on pollue aussi pas mal, en tout cas, parce qu'on construit et on se développe et on a très envie de consommer, voire de surconsommer dans les pays du Golfe, et c'est compliqué de leur jeter la pierre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on est, nous, mon cher Philippe David, à vouloir interdire, vous allez voir, interdire les 4x4, les SUV dans Paris, etc., etc. Mais ça, c'est votre prochaine chronique et votre prochain coup de gueule. On en parle tout à l'heure. C'est déjà fait. Mais fait ça tous les mois, toutes les 3 semaines. C'est sa thérapie. Ne perdons pas de vue qu'on a, j'ai envie de dire, on a 77 ans d'avance ou 77 ans de retard, c'est selon. La planète va pas bien, et quand la planète va pas bien, c'est pas une bonne nouvelle pour les humains. Je voudrais juste dire, j'entends tout à fait le réquisitoire de Sébastien, il a pas, mais cette espèce d'image d'Épinal consistant à dire ces grands machins qui ne servent à rien, c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire que quand même, on avance et on progresse dans les COP. Dire les États-Unis, la Chine plus grand couleur, c'est vrai, c'est faux. La Chine, parce que Xi Jinping a compris qu'à un moment
moment donné, sa population, même si elle est vissée par le Parti communiste, se révoltera. La Chine fait des efforts. Elle est obligée d'en faire. C'est obligatoire. Je ne sais pas si vous avez été en Chine. Moi, il m'arrive souvent d'aller. J'ai souvent été en Chine. Vous avez des avions qui peuvent pas décoller par grand ciel bleu parce que à 100 km sur la ligne, eh bien voilà. Donc les États-Unis font des efforts parce que Biden est revenu dans la COP 21 que Trump avait quitté. La Chine aussi. Donc j'entends ce discours, mais il y a quand même des petites progressions. C'est des petits pas de fourmis, mais ces COP-là ne servent pas à rien. C'est ce que je voulais dire. Allez, Françoise, dans un instant, vous parliez de la Chine. Oui. Et on va revenir sur ces maladies respiratoires qui font ravage là-bas. On en parle dans quelques instants. On fait une petite pause. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, patron de la Food Tech, et vous au 0826 300 300 avec des sujets qu'ils ont envie de porter comme tous les jours. Et ce sujet, Françoise, qui nous vient de Chine sur une nouvelle éventuellement maladie peut-être. Ouais, et il faut pas sonner l'alerte et affoler les gens, mais voilà, il y a des drôles de résonance. Hein. L'OMS lance une alerte et la Chine aussi d'ailleurs sur une multiplication anormale des pneumonies, notamment sur les jeunes enfants, et pas simplement des pneumonies, des affections respiratoires. Alors, on n'est pas sur une zoonose. Non, on ne sait pas sur quoi on est en réalité. Je pense que tout le monde espère que la Chine va jouer la transparence, qu'elle a quand même fait globalement sur le Covid. Non, mais il y a eu un petit retard à l'allumage, mais oui, sérieusement, ils ont quand même contribué par leur confinement à bloquer aussi l'épidémie mondiale. Ça aurait été encore plus dramatique s'ils n'avaient pas confiné aussi strictement qu'ils ne l'ont fait. Il faut quand même pas non plus taper en permanence sur la Chine. Là, il se passe quand même un phénomène assez inquiétant. Donc les médecins chinois expliquent que c'est peut-être lié au fait que pendant 4 ans, finalement, à cause des masques, etc., nous n'avons pas été exposés à des pathogènes et que finalement, les petits Chinois développent des anticorps. Développent en tout cas des affections respiratoires qui sont liées au fait que leur corps n'est plus entraîné à lutter puisqu'on a porté des masques pendant 2 ans quasiment. Ça, c'est une explication. Mais il faut quand même regarder ça avec inquiétude, enfin avec sérieux, en sachant en plus que, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, bien sûr que le règlement climatique fait remonter à la surface, au sens premier du terme, des zoonoses, hein, c'est-à-dire des affections qui peuvent se transmettre à l'être humain, et puis notre comportement, notre capacité à franchir de plus en plus les limites entre la vie humaine et la vie sauvage. Donc voilà, moi je suis inquiète quand même. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces pneumonies ? Elles sont extrêmement fulgurantes, apparemment les souches sont extrêmement diversifiées, elles sont pas définissables comme pneumonie sur classique. Des tout petits, alors, non, sur les jeunes, plutôt sur la jeunesse, mais voilà, il y a l'OMS tire la sonnette d'alarme. Après, l'OMS tire souvent la sonnette d'alarme, mais quand même. Sébastien Ménard, vous imagineriez revivre sous confinement, masque, gestes barrières, etc. J'ai pas nécessairement envie pour les gens que j'aime, pour vous aussi, aller vers ce monde-là, mais néanmoins, ce que dit Françoise est inquiétant. Parce que moi, je me rappelle, avant l'arrivée du Covid, partout dans le monde, je regardais, en souriant ce qui se passait un peu en Chine. Vous savez, quand ils faisaient pousser des hôpitaux comme des champignons. C'est-à-dire que nous, pour construire une école, on va mettre 15 ans, et eux, ils construisaient des hôpitaux avec 10 000 lits en 3 semaines. Ouais. Alors moi, je souriais, je disais, ça, c'est le miracle chinois. Le miracle chinois, ça a été l'enfer partout dans le monde. Bon, enfin, en même temps, la Chine n'est pas responsable, il ne faut pas non plus... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, c'est par rapport à ce que vous dites, Françoise. C'est on regarde quelque chose d'ici, de loin, c'est intéressant. Je suis d'accord avec vous qu'on a regardé ça comme... on a regardé ça un peu avec des points d'interrogation, finalement. Mais c'est pas que la question n'est pas de savoir si on aimerait, c'est que la question, c'est que... évidemment qu'on n'aimerait pas. Est-ce que vous l'imaginez ? Oui, je l'imagine absolument. Je vous disais, j'ai un ami, moi, qui vit entre Tokyo et Pékin, parce que il est journaliste, plutôt diplomate d'ailleurs, et il me disait ce matin, là, je préparais mon sujet, en WhatsApp, il me disait, bien sûr, il y a la tradition classique asiatique qui consiste à porter des masques par précaution, mais là, tout le monde a remis ses masques, par exemple, à Tokyo. Tout le monde a remis ses masques. Tout le monde remet ses masques à Pékin. Donc, bon. Ce qui est fou, c'est que la Chine ne soit pas capable, et pourtant, d'anticiper tous ces problèmes-là. C'est ça qui est incroyable. Moi, je pense que la Chine, ils sont des très bons médecins. Enfin, ils peuvent pas... Comment voulez-vous anticiper le Covid-19 ?
Moi, je suis pas du tout pro-chinoise, hein, mais je pense que ce procès-là, on peut le faire à aucune nation, aucun pays. Personne n'a été capable d'anticiper la grippe espagnole, pas plus qu'on a été capable d'anticiper la grande peste bubonique. C'est très difficile d'anticiper une épidémie. Mais les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein. Non, mais Sébastien Ménard. Non, mais les connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes à l'époque, mais comme l'a dit très justement tout à l'heure Françoise, c'est que on est dans l'expérimentation, et l'expérimentation humaine fait que on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, évidemment, parce qu'on découvre des tas de trucs qui sont extraordinairement positifs, mais on découvre aussi, on redécouvre aussi un certain nombre de choses, notamment le réchauffement climatique. Ce que dit Françoise est très vrai. Posez-vous la question, quand vous regardez la manière dont parfois on exhume, enfin les glaces exhument des corps disparus depuis 400 ans. Regardez le niveau de précaution que prennent les sauveteurs. Oui. On découvre des momies, on découvre des accessoires, etc. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas uniquement pour préserver l'intégrité des dépouilles qui sont retrouvées. Vous savez pas ce que vous faites. Vous savez pas exactement. Bien sûr, ce que vous allez. Par exemple, c'est intéressant que vous disiez ça. Il y a ce fameux cadavre, vous connaissez tous, en haut de l'Everest, qui s'appelle Green Boots. Oui. Et parce que c'est ce corps avec des Green Boots, c'est-à-dire des chaussures vertes. On pense que c'est un Italien, un alpiniste italien. On n'a jamais pu redescendre ce corps parce que c'est impossible avec les hélicos d'aller aussi haut. Mais on ne touche pas. Tous les gens qui font la cordée disent vous ne touchez pas le corps de Green Boots, en fait. Il y a ses chaussures, il y a ses jambes, il est congelé, ça fait 15 ans que c'est comme ça, donc c'est une sorte même de repère maintenant pour les gens qui attaquent la dernière cordée, la dernière montée à l'Everest, mais on ne touche pas, et vraiment... Moi, je pense que il faut vraiment. On va être désespéré de voir que finalement le Covid nous a servi à rien, qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas fait des hôpitaux pour les épidémies. C'est ce que je viens de dire. Là, vous avez raison. On va être désespéré là-dessus. Je suis d'accord avec tout ça. On a passé 2 ans à faire des émissions spéciales sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Mais c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Oui, c'était de dire qu'après le Covid, je suis étonnée que la Chine n'ait pas anticipé effectivement. Non, mais en réalité, c'est vrai que la Chine, elle a la capacité avec les hôpitaux. Vous allez voir que si ça revient en Europe, nous n'avons rien anticipé. En fait, c'est ça le problème. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. Le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé hier qu'il souhaitait revoir la question du tabou, du redoublement des mesures qui sont attendues début décembre. On va en parler avec un expert aujourd'hui, Jérôme Fournier, qui est secrétaire national au syndicat enseignement SE-UNSA. Bonsoir Jérôme Fournier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Gabriel Attal dit qu'un enfant de 6e qui ne sait ni lire ni compter, c'est quasiment de la maltraitance. Qu'en pensez-vous ? Moi, je vous dirais non. C'est plutôt de la non-assistance par l'État à élèves en difficulté. On en parle dans un instant. À tout de suite, c'est les vraies voix. Et nous sommes accompagnés ce soir de nos vraies voix du jeudi. Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous et Philippe Bilger. Ça fait une petite troupe en fait, maintenant. Ouais, ça fait quand même, ça devient la petite troupe du jeudi. Bon, il y a Ménard qui est un peu en trop et Philippe David, c'est sûr. Avec Degois. Non mais ça fait petite troupe, j'aime bien. On aurait voulu parler culture. Voilà. C'est pour ça qu'on pense à vous séparer. Mais non, mais on voudrait parler littérature un peu avec Bilger, Philippe. Alors, je vous propose quelque chose. Faites-vous un rendez-vous. Allez dîner ensemble et parler. Qu'est-ce que quelqu'un a vu Napoléon déjà, au fait? J'y vais ce soir. J'y vais ce soir. J'y vais dimanche. Allez. On en parlera, Philippe. Vous en parlerez si vous voulez. Ça pourrait être une bonne idée, faire mine de rien un sujet sur Napoléon. Oui. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile. Je ne suis pas là pour l'instant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Excellent. Et Gabriel Attal dit vouloir mettre fin au tabou du redoublement en élèves qui rentrent en 6e sans savoir lire ou compter. C'est quasiment, selon lui, de la maltraitance. Des annonces qui devraient suivre le 5 décembre. Qui devraient arriver le 5 décembre. Ces dernières années, la tendance était plutôt à limiter le redoublement, considéré comme coûteux et inefficace pour les élèves, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces mesures peuvent faire remonter le niveau scolaire? Est-ce que c'est de la maltraitance de les faire entrer en 6e pour commencer à apprendre l'anglais, un enfant qui n'écrit et qui ne lit déjà pas le français et qui ne sait pas faire du calcul? Est-ce que vous êtes pour le redoublement? Est-ce que vous êtes contre? Venez nous le dire au 0826 300 300 et sur Twitter à la question pour lutter contre l'échec scolaire. Faut-il faciliter le redoublement? Vous dites oui à 86%. Et bien sûr, Jérôme Fournier est avec nous, secrétaire national au syndicat enseignant SE-UNSA en charge du système éducatif et des conditions d'apprentissage. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce redoublement, Philippe Bilger.
Bilger, qu'on a un peu laissé de côté finalement au profit de faire passer peut-être les élèves en disant bah voilà, on va leur donner la possibilité de s'envoler. Finalement, c'est un échec. Je trouve, alors je ne comprends pas trop le terme de maltraitance. En réalité, arriver en 6e sans avoir lire, c'est autre chose. C'est une infirmité, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à acquérir. Mais sur le redoublement, moi ça me paraît pas complètement absurde de le rétablir dans la mesure où c'est une conception de l'école qui me semble rigoureuse, sévère, nécessaire, alors que l'autre philosophie de l'école, comme vous le dites, Cécile, c'était de considérer que quel que soit l'échec dans une classe, on pouvait en réalité le guérir en montant systématiquement dans la classe d'après. Alors, faire confiance en l'élève, c'est très bien, mais quand il a échoué dans la classe où il était, il me semble qu'il est plus sain de le faire recommencer. Françoise Degois. Jules Ferry, je tiens à rappeler, à l'époque, pour passer une classe en supérieure, il y avait un examen en fait. Pour entrer en 6e, oui. Bien sûr, il y avait un examen, et moi je suis absolument d'accord. Alors vous allez arriver à me faire dire, Philippe Bilger, du bien de Gabriel Attal. Il faut 18h44. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Les chocolats étaient stupéfiants. Non, il n'a pas que de bonnes idées, il fait beaucoup de com, mais je trouve que vraiment cette question du redoublement me paraît presque frappée au coin du bon sens, mais je suis pas sûr que notre invité soit d'accord avec ça, et je le laisse parler du coup. Oui, Sébastien. Sébastien. Merci Françoise Degois de me donner la parole. Pardon. Je dirais que, encore une fois, Gabriel Attal a raison. Pour le coup, il met le doigt sur ce que son prédécesseur n'était pas capable de faire, de dire. C'est-à-dire que le système tel qu'il est aujourd'hui, même si effectivement on souhaite responsabiliser les élèves en se disant que finalement on n'a pas nécessairement besoin de redoubler, on peut peut-être assurer la mise à niveau dans la classe supérieure. Quand Gabriel Attal dit que c'est pas possible, c'est que le système ne le permet pas. C'est aussi ça. Je dis pas d'ailleurs que celles et ceux qui à l'époque avaient envisagé et installé cette pratique souhaitaient mal faire, mais le système n'est pas adapté. Quand vous avez un gamin qui sait à peine lire, écrire et compter et qui passe dans la classe supérieure, ça devient la responsabilité non pas de l'enseignant qu'il quitte, mais de l'enseignant qui va le recevoir. Est-ce que l'enseignant qui va le recevoir dans des classes à 27, 28, 32, 34, 36 gamins est capable de prendre en charge en plus ce gamin qui a effectivement, comme l'expliquait Philippe David, une infirmité intellectuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne se corrige pas, mais ça ne peut pas se corriger dans ce système-là. Oui, en tout cas, on va demander à Jérôme Fournier, parce que c'est quand même le mieux placé, secrétaire national du syndicat enseignant SE-UNSA. Est-ce que finalement, il existe le redoublement, mais de dire qu'on va peut-être le remettre au goût du jour, est-ce que c'est une bonne chose ? Il existe, mais il est peu pratiqué quand même. Oui, il existe toujours, il n'a jamais été supprimé. Après, c'est des choix qui ont été faits quand on s'est aperçu que finalement, les études ont montré que les élèves qui redoublaient réussissaient pas mieux en redoublant. La preuve, c'est que souvent, c'était les mêmes élèves qui redoublaient, parfois plusieurs fois dans leur scolarité, et qui avaient le plus de mal à suivre la voie royale de l'enseignement en France, c'est-à-dire aller faire un bac général. C'est à ce moment-là que les pouvoirs politiques ont décidé de changer l'approche et de se dire que l'argent qu'on dépensait pour faire redoubler les élèves, parce que ça a un coût, on pouvait le dépenser pour les aider à dépasser leurs lacunes avant de passer les classes supérieures. Donc c'est le choix qui a été fait à ce moment-là. C'est quand même fou de dire qu'un enfant, on le voit comme un coût s'il redouble. C'est quand même complètement dingue. On pense pas à la formation d'abord ? Mais c'est pas moi qui... Ah non, mais j'ai pas dit pour vous, je parle du système. C'est vrai que vous aviez le ton de l'engueuler. Non, pas du tout, je me permettrai pas. Non. C'est l'État qui a fait ces choix-là et qui a vu les choses de cette manière-là. C'est intéressant ce que vous dites, Jérôme, parce que en réalité, du coup, c'est contre-intuitif. Vous voyez, moi, j'étais en train de parler de bon sens en disant, après tout, le discours du ministre me paraît être frappé au coin du bon sens. Mais en fait, vous dites absolument non, que les études montrent que ça marche pas du tout. En fait, le redoublement, c'est ça, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas bien compris. Oui.
C'est ce qu'elles ont montré jusqu'au début des années 2000, quand le choix de faire autrement s'est opéré. Et depuis, d'autres études ont montré aussi la même chose. Donc, ça veut dire que pour pas arriver en 6e avec des lacunes trop importantes, eh bien, dans ce cas-là, il faut arriver à prendre en charge la difficulté scolaire avant. Et c'est là qu'il y a une difficulté. D'accord. Et le redoublement, par exemple, le CM1, CM2, ça se pratique plus ou pas? Non, ça se pratique plus du tout, j'ai l'impression. CM1, CM2. La logique du redoublement aujourd'hui, c'est de redoubler à la fin des cycles, puisque le système à l'école et au collège est organisé en cycle de 3 ans, et on laisse les 3 années à chaque élève pour acquérir ce qu'on attend de lui à la fin du cycle. Donc la logique, c'est de redoubler en CE2, en 6e, en 3e. D'accord. Voilà. Allez, 0826 300 300 direction l'Hérault avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Je me suis permis de répondre à votre question parce que je suis très au fait et interpellée par cette question qui est primordiale, qui est l'éducation de nos jeunes. Alors pour moi, oui, 1000 fois oui. Si les enfants ne sont pas au niveau à l'entrée en 6e, il faut impérativement les mettre au niveau, sinon c'est un handicap pour eux. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qu'on leur demande? Comment voulez-vous qu'ils communiquent avec les autres? Comment voulez-vous qu'ils se sentent bien dans leur peau et qu'ils puissent apprendre s'ils ne sont pas en mesure de comprendre comment s'écrit tel mot, ce que veut dire la phrase, ce qu'on leur demande de faire, que ce soit au niveau du calcul ou bien de l'apprentissage, enfin de l'écriture. Communiquer, c'est le maître mot dans ce monde. Et je le pense sincèrement. Et je pense que si notre pays va si mal, c'est en grande partie, pardonnez-moi, du fait de l'échec de notre système éducatif. Oui. Après, il y a les parents derrière. Donc, moi-même, je suis maman, enfin, maintenant, je suis une vieille maman. J'ai eu 3 enfants, 3 filles. Elles n'étaient pas toutes douées pareilles. Mais si on est derrière elles, si on leur permet d'éduquer, d'apprendre, de comprendre, forcément, elles sont condamnées à réussir à minima. Dans la société. Mais parce que vous faites aussi un travail à la maison, ce qui n'est pas toujours le cas. Philippe, restez avec nous, Nathalie. Jérôme Fournier, je ne doute pas du tout de la qualité de vos études, enfin de celles que vous évoquez. Ce que je parviens mal à comprendre, c'est comment, au fond, on peut substituer au redoublement une démarche qui fait que l'élève rentre directement au 6e sans avoir réparé ses lacunes et au fond il s'affronte à un univers radicalement différent. Est-ce que ça n'est pas étrange que on considère que le redoublement est plus risqué que cette nouvelle méthode? C'est pas une question d'être risqué, c'est une question d'approche. Nous, on préfère qu'on ait réglé la difficulté avant de se poser la question du redoublement, pour pas avoir à se la poser finalement. Oui, mais on la règle comment, précisément? Par exemple, à l'école, on a très fortement affaibli les réseaux d'aide, qui sont des réseaux constitués d'enseignants spécialisés et qui sont en charge de la grande difficulté scolaire. Depuis 2017, on les a tellement affaiblis qu'ils n'existent presque plus. Et les élèves qui sont en grande difficulté scolaire et qui ont besoin d'une approche pédagogique différente que les enseignants spécialisés peuvent leur apporter n'existent plus. Donc voilà, par exemple, un levier qu'on pourrait réactiver. C'est un exemple. Après, sur le redoublement, juste une seconde, très vite, mais si on resserre à un élève la même soupe l'année N+1 que l'année N, si on lui apporte pas quelque chose de plus, il y a rien qui garantit qu'il réussisse. C'est comme en classe. L'élève qui lève la main pour dire « j'ai pas compris », si je lui réexplique de la même manière, il comprendra pas non plus. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut voir le redoublement. C'est que le redoublement, ça fonctionne s'il est préparé, si l'élève comprend que c'est une chance pour lui, et si on peut lui offrir un accompagnement qui l'aidera à profiter de cette année supplémentaire. Allez, Sébastien Ménard, un mot de la fin très court. Là où je suis complètement d'accord avec notre intervenant, c'est qu'effectivement, il faut des dispositifs en amont, il faut de l'accompagnement en aval, mais il faut quand même quelque part être capable d'être suffisamment courageux pour conseiller et imposer à un certain nombre d'élèves le redoublement. Il en va de la construction de tout notre système éducatif et au-delà de l'insertion professionnelle des jeunes après. Voilà, merci en tout cas Jérôme Fournier d'avoir été avec nous, secrétaire national
nationale ou super syndicat clair. enseignants, SE, UNSA. C'est pour ça qu'on prend des experts. Ils sont vraiment forts, les Voilà. experts, ils sont bons. Parce qu'ils ont une expertise. On n'est pas mal non plus. On n'est pas non plus obligé d'être d'accord avec eux, mais quand même, ils sont bien. Mais avec vous, Françoise je Degois. doute des Avec vous. experts, mais bon, il y en Les a amis, vous, parfois de bons. Oh, ça va, vous vous ne êtes- pouvez vous êtes- pas être bon sur tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est quand même Déjà- bon sur beaucoup de On choses. peut être mauvais surtout, mais bon surtout, c'est plus compliqué. Mauvais surtout, c'est Merci. assez facile, il n'y a qu'à vous voir. En fait, non, je blague. On se dispute beaucoup, mais on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Comment il s'appelle déjà Nicolas. Ah, non, Comment il s'appelle Comment je m'appelle Sébastien Ménard. Merci, Cécile Françoise Dominibus. Degois. Merci Merci. beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Vous restez avec nous. Dans un instant, on parle automobile, bien entendu, comme tous les jeudis soirs. Thierry Koskas sera avec nous, le nouveau directeur général de Citroën et directeur des ventes marketing Stellantis. Et puis, on parlera de la vitesse limitée à 50 km/h avec Anne Hidalgo. Le métier de la semaine, c'est Mobiliance. Et puis, la mobilité au cœur des territoires, ce sera avec Station E. À tout de suite.